Alors, n'hésitez pas à couper vos micros si vous ne prenez pas la parole. Bienvenue dans ce webinaire de présentation du kit construit dans le cadre du plan régional santé-travail sur la prévention de la désinsertion professionnelle, de l'usure professionnelle, comment outiller les acteurs du dialogue social sur ce sujet. À la manette pour l'animation de ce webinaire, Franck Attahamutaji qui anime avec moi le groupe de travail qui a construit ce kit. Nathalie Chazal du service social de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Sandrine Margaroli du service de prévention et de santé au travail de En Santé. Voilà, bienvenue. Alors vous voyez là, vous avez sous les yeux, donc on est ensemble pendant 2 heures pour présenter ce travail. Et puis c'est à la fois l'idée de vous donner des éléments sur le contenu, de vous sensibiliser sur les sujets. Certains d'entre vous sont plutôt, travaillent plutôt sur les questions de prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle. Alors on dira PDUP. D'autres plutôt sur le dialogue social. Et l'idée, c'est de vous outiller sur ces deux sujets pour voir comment sensibiliser les acteurs du dialogue social dans l'entreprise, dans les secteurs, dans les territoires à ce sujet, en sachant que ça fait partie des axes du plan régional santé-travail Occitanie. Voilà, l'importance de placer ces sujets-là dans le cadre du dialogue social, puisque ça fait partie des objets à travailler par les acteurs du dialogue social. Donc, vous voyez, les concepteurs du kit, c'est un travail partenarial auquel participent Karine Dutec, Sylvie Fraisse, Lauriane Véry de Cap Emploi 82-31 Nord, Aude et Aveyron. Également des services de prévention et de santé au travail, donc Béatrice Cozard de En Santé, Mallory Ballet de PST 66, Valérie Belloc de Aprévia, et puis également Marine Poirel de l'équipe Occitanie. Voilà notre petit groupe que nous animons avec Franck de la CFDT qui fait partie du comité régional d'orientation des conditions de travail, et moi-même, donc Catherine Levrat-Pinatel de la RACT Occitanie. Alors, ce que l'on vous propose avant de démarrer, de travailler ensemble, Franck va vous expliquer le déroulement du séminaire. On va vous proposer, vous allez voir dans le fil de conversation, vous allez voir un lien et on va vous proposer de vous rendre sur un klaxoon. Donc, c'est un petit outil d'animation où on va vous poser quelques questions. L'idée, c'est de partir voilà, de vos représentations sur le sujet. Vous cliquez sur le lien que vous avez sur le fil de conversation et vous allez arriver sur ce board. On va vous demander de vous connecter. Alors, vous mettez un pseudo, vos initiales, qu'importe, et vous allez arriver sur cet espace avec 3 questions. Voilà, voir ensemble de quoi on parle et ça nous permettra justement d'introduire ce webinaire. Alors, une fois que vous êtes arrivé sur le board, on va commencer par la première question. Il suffit de cliquer, vous voyez ma petite souris, sur l'endroit où c'est marqué vote. Et ça va vous permettre d'ouvrir le post-it et de pouvoir voter. Ici, vous avez un bouton voter. Et donc, on va voir vos différents. Voilà. Si vous avez des difficultés à accéder à ce board, n'hésitez pas à prendre la parole, dire alerte, help. Voilà. Il suffit d'ouvrir, je refais la manip. Vous cliquez ici sur la partie basse du post-it, ici. Et donc, vous allez ouvrir ce site et vous pouvez voter en cliquant ici. C'est bon pour... Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Donc, pour la première question, bah, c'est quoi pour vous la PDUP? Je remets le lien pour ceux qui viennent de nous rejoindre.
Donc, vous avez un lien dans le fil de conversation qui vous permet d'arriver sur un klaxon, un espace d'animation où vous avez quelques questions euh, qui vous seront posées. Donc, c'est quoi pour vous l'APDP? Un plan de développement personnel pour devenir patron, prime de participation, prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, bon, c'était pas très compliqué cette question, étant donné que on a évoqué ce terme-là juste avant. Mais en effet, donc, alors vous allez voir, donc prévention de la désinsertion professionnelle, et vous allez voir que dans le plan régional santé-travail Occitanie, on a une particularité, et Sandrine vous expliquera tout à l'heure pourquoi. On parle de prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle. Voilà, pour prendre en compte justement la question des parcours professionnels, du vieillissement de la population active, des populations seniors dans les entreprises qui sont aussi concernées par des difficultés aussi de désinsertion professionnelle. Alors, je vous propose de passer à la deuxième question. Euh, Quel est selon vous, toujours en cliquant sur le petit bouton vote, quel est selon vous le nombre annuel de salariés déclarés en inaptitude au travail en Occitanie? Donc, des inaptitudes donc décidées par le médecin du travail par rapport à des difficultés donc à réaliser le travail pour des questions de santé. Alors, plutôt 1000 en Occitanie sur l'ensemble de notre région, plutôt 10 000 ou plutôt 100 000. Allez-y. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, vous avez un petit lien dans le fil de conversation qui vous permet d'arriver à des questions. Alors, en effet, on est autour de 10 000 et plus exactement en 2023, 14 239 salariés déclarés en inaptitude donc, par les médecins du travail, que ce soit les services de prévention et de santé au travail interentreprises, donc les services autonomes, la MSA. Donc, voilà, ça représente un petit peu plus de 10 000. En 2022, on était à 13 000 et quelques, vous voyez, donc voilà, on est plutôt sur une légère augmentation, mais on est donc autour de 10 000 salariés déclarés en inaptitude. Et la dernière question avant de démarrer, donc on va vous proposer de faire constituer un nuage de mots. Donc, en un mot, comment les acteurs du dialogue social peuvent agir sur la PDP. Et donc, voilà, vous inscrivez donc un mot pour constituer ce nuage. Donc, comment les acteurs du dialogue social, alors quand on parle des acteurs du dialogue social, ce sont les représentants du personnel de la direction au sein des comités socio-économiques. Ce sont les acteurs de la négociation qui négocient des accords dans l'entreprise, au niveau des branches. Ce sont aussi les acteurs du dialogue social dans les territoires. Donc, comment les acteurs du dialogue social peuvent-ils agir sur la prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle. Donc, vous voyez, il y a voilà, les premières idées qui commencent à venir. Donc, le mot pluridisciplinarité, le nuage se forme sous vos yeux. Le mot pluridisciplinarité est important, c'est vrai qu'on va le voir. Tout le monde n'est pas expert de ces sujets-là parmi les acteurs du dialogue social. Donc, il y a un enjeu, on le verra tout à l'heure, à identifier les ressources, les acteurs ressources et agir en pluridisciplinarité à anticiper, ça va être aussi un point important. C'est vrai que l'enjeu est bien évidemment de traiter des situations d'alerte, des situations individuelles qui se posent en matière de désinsertion professionnelle et d'usure professionnelle, mais c'est comment remonter, comment prévenir, comment anticiper ces problématiques-là dans l'entreprise. Ça va être voilà, un gros enjeu et Sandrine va également nous apporter des éléments sur comment agir en prévention de façon collective sur ces sujets.
Alors, on voit aussi des mots sur communication, échanger, sensibiliser les acteurs. Alors, sensibiliser, on verra qui sensibiliser dans l'entreprise. Il y a des acteurs clés aussi en matière de détection précoce des situations problématiques. Donc voilà, ce sont les mots qui reviennent le plus fréquemment. Et je vais m'arrêter là-dessus. On va revenir, si vous le voulez bien, donc au diaporama pour voilà, laisser la parole à Franck qui va nous expliquer comment nous allons travailler au cours de cet atelier. À toi, Franck. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, les objectifs et le programme de l'atelier. Un des objectifs, c'est une sensibilisation effectivement au sujet de la PDP. Autre objectif de cet atelier, c'est de vous aider effectivement à prendre en main le kit qui a été réalisé par le groupe dans le cadre effectivement de ce plan régional santé-travail. Donc, va être déroulé le programme de l'atelier en 3 points. Premier point, la prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle, avec quelques repères pour comprendre et agir. Dans un second temps, nous allons voir comment mobiliser les leviers du dialogue social pour agir. Et enfin, la présentation du kit et de ses usages possibles vous sera faite pour clore cet atelier. Merci. Alors du coup, on va passer la parole à Sandrine Margaroli, donc, qui travaille au service de prévention de santé au travail de En Santé sur Montpellier. À vous, Sandrine. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer par la première diapo. Voilà, donc avant de parler de la PDP, peut-être une précision sur la définition de la désinsertion professionnelle. Donc, il y a 3 facteurs qui peuvent interagir et s'il n'y a pas de mesures qui sont prises, cela peut conduire à une désinsertion professionnelle. Donc, le premier facteur, ça peut être un problème de santé actuelle. Cela peut inclure, par exemple, les maladies, les MCE, hein, maladies chroniques évolutives, qui représentent quand même 15% de la population active et 20% de la population générale. Ça peut être aussi les troubles psychiques, hein, qui peuvent rendre difficile le maintien dans un emploi. Le vieillissement de la population active, hein, comme vous le savez, hein, donc avec l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, eh bien de plus en plus de salariés vont être amenés à travailler plus longtemps. Et cela, bien sûr, peut augmenter le risque de désinsertion professionnelle, surtout si les salariés rencontrent des difficultés de santé, hein. On sait que avec l'âge, les problèmes de santé donc augmentent. Il peut y avoir aussi, pour ces personnes, ces salariés, ils peuvent rencontrer des difficultés à s'adapter, hein, aussi aux exigences du travail au fil du temps. Et tout ça, ça peut amener donc à une diminution de la capacité à accomplir certaines tâches du poste de travail. L'usure professionnelle, on reviendra après sur cette notion. On peut la résumer comme un cumul, un impact cumulé de conditions de travail sur la santé à la fois physique et mentale des travailleurs au fil du temps, ce qui peut aussi amener à une baisse de la performance et à une difficulté de continuer dans le même poste au sein de l'entreprise. Voilà. Sur la diapo suivante, donc du coup, on parle de PDP. Alors, la PDP, elle renvoie quand même donc à une population bien particulière, hein. Ce sont des salariés potentiellement vulnérables du fait d'un état de santé. Ça peut être une maladie, par exemple, liée ou non au travail. Ça peut être aussi une situation de handicap qui peut entraîner une exclusion au niveau de l'emploi. Donc, la PDP, elle a pour objectif, en fait, d'agir le plus tôt possible, de repérer le plus en amont possible ce risque de désinsertion, hein, de manière à pouvoir mettre en place des actions qui vont permettre aux salariés un maintien dans son emploi, voire de manière plus large, euh, en emploi, permettre son employabilité.
hein. Les dispositifs qui vont être mis en place visent vraiment à limiter les conséquences de l'usure professionnelle. Et du coup, à partir d'une situation individuelle, ça va se répercuter sur le collectif de travail. Et du coup, l'objectif, hein, c'est quand même d'améliorer les conditions de travail. Peut-être dire aussi une petite précision sur l'usure professionnelle. Ça résulte effectivement de l'exposition prolongée à des contraintes de travail, mais c'est aussi tout ce qui est fonction du parcours professionnel. Au niveau du poste de travail, la latitude décisionnelle que peut avoir le salarié à son poste, hein, c'est ce qu'on appelle la marge de manœuvre. Et tout ça fait que finalement, l'usure professionnelle, elle peut apparaître très tôt dans les carrières et ça ne concerne pas finalement uniquement que les seniors. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour toutes ces raisons, il est plus juste de parler de PDUP, prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle, que plutôt de PDP. Alors, quel public visé par la PDP? Finalement, tous les secteurs d'activité, hein. Le secteur privé, le secteur public, les travailleurs indépendants, les exploitants agricoles. Pour ces deux dernières catégories, bon, ils sont confrontés à un isolement aussi dans leur travail et ils peuvent avoir une charge de travail aussi excessive. Dans quelle situation? Il y a quand même des alertes, hein. Un salarié, par exemple, qui va être en arrêt de travail souvent ou de longue durée, les restrictions d'aptitude aussi, hein, ou ça peut être aussi la survenue d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle qui peut être à l'origine de mise en place de mesures préventives. Alors, quelques chiffres. Hop, attendez, excusez-moi, il y a le téléphone. Voilà, donc quelques chiffres quand même qui sont assez parlants et qui montrent quand même l'importance en matière de repérage précoce, l'importance, je dirais même les marges de progrès, hein. On en a parlé tout à l'heure avec le taux de salariés déclarés inaptes par les services de prévention et de santé au travail, donc inter-entreprises, donc en Occitanie. Voilà. On a parlé aussi tout à l'heure de la population active vieillissante, hein, donc 42,5% de la population totale en Occitanie à 50 ans et plus. Voilà. On sait que avec l'âge, il y a une augmentation des problèmes de santé, hein, et aussi de maladies professionnelles. Par rapport au handicap, donc près de 3 millions de personnes âgées entre 15 à 64 ans, donc en âge de travailler, disposent d'une reconnaissance administrative de leur handicap. Donc, ce qui montre en fait l'importance de mettre en place des mesures pour faciliter leur intégration et le maintien en emploi. La PDUP donc, est un contexte qui concerne toutes les entreprises. Elles ont quand même vocation à préserver les compétences et quand même dans un contexte un peu particulier, hein, comme on l'a dit, d'allongement de la vie professionnelle, dans un contexte aussi de métiers en tension, hein, de difficultés de recrutement. Donc, il y a un défaut d'attractivité au niveau de l'Occitanie, notamment dans les secteurs de la santé, des services à la personne également, hôtellerie, restauration, hein, comme vous le savez. La PDUP, on le rappelle, c'est une priorité d'action nationale, c'est une priorité sur le plan santé-travail comme défini par la loi du 2 août 2021 sur la santé au travail, cette loi, elle va viser à renforcer la prévention des risques professionnels et à mieux accompagner les salariés, on va dire, dits vulnérables. Madame Levrat-Pinatel, n'hésitez pas à compléter, si besoin, la présentation, hein, bien sûr, hein. Voilà. Alors,
Plusieurs niveaux d'enjeux au niveau de l'entreprise en termes de performance. Donc, plusieurs performances. On a la performance, on va dire, économique, hein. Donc, on sait que l'absentéisme et les inaptitudes ont un coût, hein, pour les entreprises. En termes aussi de performance sociale, donc le but quand même dans une entreprise, c'est d'améliorer les conditions de travail de tous les salariés, de répondre à leurs préoccupations au niveau des conditions de travail et de sécurisation des parcours professionnels. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup de QVCT, hein, de démarche de qualité de vie et des conditions de travail. On n'oublie pas non plus les enjeux de responsabilité, hein, des employeurs, donc en termes de santé au travail et de sécurité au travail, et puis de leur obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap. Alors peut-être en complément, on peut se dire que, vous voyez, là, il s'agit bien évidemment d'améliorer les conditions de travail de tous pour pouvoir prendre en compte justement les situations des populations dans l'entreprise qui sont des personnes qui sont en difficulté, mais c'est bien un enjeu d'améliorer les conditions de travail de tous pour pouvoir bien vieillir au travail. Et cela, ça contribue véritablement à l'efficacité de l'entreprise, hein. Donc c'est vraiment aussi de se dire que tout le monde a un intérêt à agir sur ces sujets-là et pas uniquement, bien évidemment, pour les personnes qui sont concernées, mais aussi pour les personnes futures qui pourraient être concernées du fait des problématiques de santé. Et plus globalement, il s'agit justement pour l'entreprise voilà, d'avoir des salariés en matière enfin, de réduire l'absentéisme, de développer l'attractivité. Sandrine le disait à l'instant, parce que les difficultés de recrutement et de fidélisation sont des sujets d'actualité dans les entreprises. Donc voilà, l'idée, c'est de montrer aussi que ces différents niveaux d'enjeux correspondent à une volonté, on va dire, d'agir qui est importante pour l'entreprise. Alors, avec la loi santé-travail de août 2021, il y a eu un renforcement de la prévention, hein. Donc, prévention des risques professionnels, prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, les services de santé au travail, maintenant, sont devenus des services de prévention de santé au travail. Voilà. L'accent est vraiment mis sur l'approche globale de la santé des travailleurs, y compris ceux en situation de handicap, et avec une vision décloisonnée de la santé au travail et de la santé publique, hein. Donc, les services maintenant de prévention et de santé au travail sont amenés à mettre en place des actions de santé publique, comme par exemple des campagnes de vaccination, des actions de sensibilisation sur les bienfaits, par exemple, de la pratique physique. Euh, Maintenant, il y a une offre socle qui fournit des garanties accrues en termes de prévention des risques professionnels, de suivi individuel de l'état de santé et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Et depuis la loi, maintenant, il y a obligation de mettre en place des cellules PDP, hein, de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, concrètement, il y a des outils maintenant mobilisables pour les entreprises et les salariés, hein, pour prévenir la désinsertion professionnelle. Donc, on pense en particulier au fameux rendez-vous de liaison, hein. Donc, c'est un nouveau rendez-vous qui permet le lien entre le salarié et l'employeur pendant l'arrêt de travail. Il y a aussi, on peut citer donc la visite de mi-carrière, qui permet éventuellement d'anticiper sur d'éventuelles situations d'usure professionnelle. Il existe aussi, peut-être un peu moins connu, ce qu'on appelle le FIPU, le Fonds d'investissement sur la prévention de l'usure professionnelle. Ça a été mis en place en avril 2023, qui porte sur la réforme des retraites. C'est un fonds public qui est rattaché à la commission accident de travail, maladie professionnelle de la CNAM, hein, la Caisse nationale d'assurance maladie,
et qui vise à préserver la santé des salariés les plus exposés aux facteurs de risque ergonomiques, hein. Et on sait que les facteurs de risque ergonomiques sont quand même à l'origine de la majorité des maladies professionnelles qui sont déclarées chaque année. Voilà. Donc, concrètement, il y a des aides financières directes aux entreprises de différentes natures, hein. Ça peut être des aménagements de poste, des formations sur les risques ergonomiques, voilà, par exemple. Alors, comme on vient de le dire précédemment, donc la mise en place d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle est obligatoire maintenant depuis mars 2022, hein, dans chaque service de prévention et de santé au travail interentreprise. Elle est composée, on va dire, d'experts à la fois internes, voilà, comme il y a des infirmiers en santé au travail, des psychologues du travail, il y a des médecins du travail, des ergonomes, assistantes sociales, ce qu'on appelle aussi l'équipe pluridisciplinaire. Et cette cellule va avoir un rôle de coordination du maintien dans l'emploi. Alors, quand on parle de maintien dans l'emploi, c'est dans l'entreprise, hein, donc avec aménagement de poste, reclassement interne, ou de manière plus large en emploi, c'est-à-dire hors de l'entreprise actuelle. Mais elle ne va pas être seule, bien sûr, et elle va agir avec les partenaires extérieurs. Euh, les acteurs mobilisables dans le cadre de la sécurisation du parcours du salarié. Il va y avoir Cap Emploi. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des personnes de Cap Emploi qui souhaitent intervenir ou pas dans l'assistante. Ouais. Bon, en tout cas, les Cap Emploi, en fait, leur rôle, c'est d'analyser un peu les situations de handicap et de proposer des moyens de compensation, hein, voilà. Ils ont une action au niveau du poste de travail, mais également de manière aussi plus large. Ils peuvent les accompagner aussi dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et les Cap Emploi, maintenant, sont habilités, ce qu'on appelle au CEP, un conseil en évolution professionnelle. Voilà. On a aussi, bien sûr, l'assurance maladie, avec notamment le service social de la CARSAT. Peut-être que je peux laisser Madame Chazal voilà, en dire quelques mots. Oui, merci. En fin de compte, effectivement, l'assurance maladie participe dans le réseau des acteurs qui interviennent sur ces problématiques donc et ces enjeux de PDUP. Il faut savoir que l'assurance maladie a lancé depuis maintenant plus de 10 ans, ça remonte à 2009, son grand programme national en direction donc de la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés relevant du régime général de sécurité sociale et donc à organiser dans chacune des régions ce qu'on appelle des réseaux de coordination de l'assurance maladie qui englobe à la fois les caisses primaires d'assurance maladie, le service médical de l'assurance maladie, le service social de l'assurance maladie porté par les CARSAT et également le service prévention des risques professionnels. L'objectif de l'action, c'est de pouvoir travailler à la fois sur le repérage de situations donc de salariés relevant du régime général, mais également depuis 2020, on intervient également pour les travailleurs indépendants, puisqu'ils sont depuis cette date donc inclus au régime général, et le travail donc du réseau de l'assurance maladie est de pouvoir à la fois repérer des situations dites à risque pendant les phases d'arrêt de travail, mais également donc de proposer un accompagnement à la fois sur ce qu'on appelle le maintien dans l'emploi au sens maintien au poste de travail ou dans un autre poste au sein de l'entreprise ou d'une de ses filiales, et également un accompagnement à la reconversion externe quand cela n'est pas possible ou n'est pas souhaité. Effectivement, ce travail d'accompagnement est porté essentiellement par le service social de l'assurance maladie. Donc, nous avons des équipes sur le terrain qui sont je dirais, physiquement dans les bureaux des caisses primaires d'assurance maladie et qui proposent également des permanences dans différents lieux sur les territoires. Voilà. Par contre, nous ne pouvons pas agir seuls, bien entendu, dans ce travail d'accompagnement.
Vous le verrez, hein, le travail d'accompagnement à la mise en place de solutions est un travail vraiment très partenarial, puisqu'en fait, il va mettre en mouvance les compétences de chacun et les expertises de chacun des services. Voilà, donc nous travaillons en relation étroite à la fois avec les services de prévention et de santé au travail, mais également avec les autres acteurs qui sont nommés, donc tels que les Cap Emploi, les maisons départementales des personnes handicapées également, et les fameux CEP, conseillers en évolution professionnelle. Voilà, je pense avoir fait donner le principal du rôle de l'assurance maladie. Alors oui, effectivement, pardon, j'ai oublié quand même, dans la constitution du réseau de l'assurance maladie, participe également notre service prévention des risques professionnels. Pourquoi? Parce que tout simplement, effectivement, comme ça a été déjà souligné dans les présentations antérieures, des situations individuelles, bien souvent, on rejoint des problématiques plus collectives de travail. Et c'est là que rentre en jeu notre service prévention, dont la mission est de pouvoir aider les entreprises et les partenaires sociaux dans ce travail d'amélioration des conditions de travail, avec des programmes spécifiques et ciblés en fonction effectivement de ce qu'on peut constater dans les territoires en matière de sinistralité sur l'accident de travail et maladies professionnelles. Donc là, on est bien sur le régime général, sur le régime agricole, bien évidemment, la mutualité sociale agricole, guichet unique, donc pour tout ce qui est prestations sociales, services de prévention et de santé au travail, donc les médecins du travail, les préventeurs, etc. Donc au sein de la MSA qui interviennent pour les entreprises du régime agricole. Peut-être aussi préciser les missions de la RAT, Alors, rapidement. oui, bien sûr. Alors, du côté de la RAC, nous, on n'intervient pas du tout sur les questions de situation individuelle, prévention de la désinsertion professionnelle en tant que telle. C'est-à-dire, quand il y a une problématique individuelle qui se pose, on n'a aucune compétence sur ce sujet. Nos compétences se situent davantage sur l'aide donc à l'accompagnement des entreprises dans des démarches collectives anticipatrices. C'est-à-dire, on peut intervenir pour outiller les acteurs du dialogue social à mieux comprendre les problématiques de santé au travail, de prévention de la désinsertion professionnelle, liées au travail, ou comment mettre en place des démarches qui permettent justement d'anticiper et de réfléchir à une organisation qui soit soutenante et qui permette de ne pas dégrader l'état de santé des salariés. Donc on accompagne les entreprises en outillant les acteurs du dialogue social lorsqu'ils existent, ou les acteurs de l'entreprise de façon plus générale dans les plus petites. Et de ces interventions, alors la RAC, c'est une équipe de 15 personnes, on n'a pas du tout pour vocation d'intervenir partout. Il y a évidemment tous les réseaux de consultants qui interviennent aussi sur ces sujets-là, mais on a une logique de capitalisation et de transfert. Donc la RAC produit, et aux côtés de la RAC, bien évidemment, tout le réseau des autres ARACT et l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, donc produit des outils, des guides, des articles, etc., organise des manifestations justement notamment sur ce sujet-là et plus globalement sur l'amélioration des conditions de travail au sens général. Et peut-être dernier point, l'ANACT, l'Agence nationale, gère un fonds du ministère du Travail qui s'appelle le FACT, le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, qui peut être aussi mobilisé. Alors, c'est un fonds qui fonctionne par appel à projet et qui peut être aussi mobilisé par les entreprises, les acteurs relais, pour mettre en place des démarches innovantes d'amélioration des conditions de travail. Voilà pour la RACT. Pour ces précisions. Effectivement, aussi, parmi les acteurs mobilisables, donc, il y a la GEFIP, l'Association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, ça c'est pour le secteur privé. Il y a son pendant, donc le FIP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, souvent mobilisé donc, par les Cap Emploi. Ce sont des financeurs, ça permet de financer notamment certains aménagements de postes, du matériel, voilà, par exemple. Et puis, ça peut être aussi un soutien. Les employeurs peuvent contacter aussi directement la GFIP.
Dans le rôle de juste une petite précision sur la diapo précédente, sur le rôle aussi de la cellule, elle a quand même donc les services de santé au travail, donc on a quand même un lien privilégié avec les entreprises. Et donc il y a vraiment maintenant, ce qui est demandé aussi dans la loi, hein, c'est un rôle de repérage précoce des risques dans les entreprises et notamment dans les secteurs d'activité pourvoyeurs d'inaptitude. Merci. Alors, les dispositifs mobilisables, donc on peut faire des choses pendant l'arrêt de travail. Il y a différents dispositifs qui facilitent le retour à l'emploi dans des bonnes conditions de travail afin d'éviter éventuellement l'exclusion professionnelle. Excusez-moi, L'image que Sandrine, l'on voit, on nous signale, et c'est vrai qu'il y a un petit problème de son, donc est-ce qu'il y a, voilà, peut-être se rapprocher. alors j'essaie de me rapprocher. Hop. Ah, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Est-ce que Alors, je sais pas, c'est comme si c'était éloigné. On n'avait pas ce problème de son tout à l'heure. pourtant, il n'y a rien de changé. Bon. Je n'ai pas bougé. Je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux, c'est mieux. Un grand merci. D'accord. OK, merci de le préciser. Donc, je disais effectivement qu'il y a des dispositifs que l'on peut mobiliser pendant l'arrêt de travail qui permettent de faciliter le retour à l'emploi dans de bonnes conditions, voire d'éviter l'exclusion professionnelle. Donc, dans l'image que l'on voit sur cette diapositive, c'est issu d'une plaquette qui a été élaborée au niveau aussi du PRST 4. Voilà. C'est une plaquette qui a été diffusée sur l'ensemble des professionnels de santé en Occitanie et qui précise les missions d'une cellule de maintien en emploi. Les dispositifs réalisables pendant l'arrêt de travail, tout le monde connaît la visite des pré-reprises. On a parlé du rendez-vous de liaison. Peut-être parler de l'essai encadré, c'est quand même un dispositif qui est de plus en plus mobilisé, notamment dans les services de santé au travail, qui permet pour un salarié en arrêt de travail de tester sa capacité à retourner à son poste avec ou sans aménagement, de tester un autre poste dans son entreprise, voire de tester un autre poste dans une autre entreprise. Ce sont des dispositifs c'est un dispositif que l'on met régulièrement en place, notamment en santé. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de Voilà. dispositifs, comme vous le disiez, Sandrine, ce n'est pas l'objectif, mais vous voyez à titre d'exemple, en fait, chaque outil fait l'objet d'une fiche qui voilà, est présente dans le kit. Nathalie, tout à l'heure, vous présentera ces différents éléments, mais ça permet en fait d'avoir voilà, quelques repères sur l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la loi santé-travail et voilà, qui permet de se référer, de sensibiliser donc les acteurs du dialogue social. Donc, il est focus sur la visite de pré-reprises, qui est quand même un temps fort, on va dire, dans la prise en charge précoce des salariés en arrêt de travail. Il faut qu'elle soit quand même sollicitée le plus en amont possible pour laisser suffisamment de temps finalement au médecin du travail de pouvoir organiser les bonnes conditions de reprise pour le salarié, faire les orientations nécessaires vers la cellule de maintien en emploi par exemple, faire une demande de reconnaissance qualité travailleur handicapé. Et ça permet aussi peut-être, dans certaines situations, si le maintien au poste ou dans l'entreprise n'est pas possible, de réfléchir à une réorientation professionnelle. Alors Sandrine, on a vraiment un gros problème de son, donc peut-être en coupant la caméra, sinon je pense que je vais être obligée de reprendre la suite par rapport à l'enregistrement. Je m'en excuse. Je suis désolée pour Voilà, vraiment, ça grésille et du coup, l'enregistrement risque de ne pas être audible. Allez-y, peut-être. Alors, je vous propose, en nous excusant pour ces petits problèmes techniques, bon, oui, vraiment, ça coupe beaucoup.
Sandrine. Donc, je vous propose de reprendre la suite sur, Ok, sur pardon, hein, de ces petites difficultés techniques. Alors, oui, on l'a vu, en matière de prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle, il y a beaucoup de dispositifs qui permettent de répondre aujourd'hui aux enjeux de plus en plus prégnants de suivi et de prise en compte des difficultés des salariés qui ont des problématiques de santé. Mais en complément, il y a un enjeu très fort au-delà des traitements, on l'a dit tout à l'heure, des situations individuelles sur lesquelles il est nécessaire parfois d'agir même de façon très urgente. Il y a un enjeu à remonter en fait le processus de désinsertion professionnelle vers des signes plus précurseurs pour pouvoir agir en prévention, agir de façon plus collective, de façon plus anticipatrice. Et vous voyez dans le schéma alors, qui est un schéma qui est assez vieux, hein, qui date de 2014, réalisé par nos collègues de l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait l'idée aussi de remonter à la fois le processus du côté des problématiques de santé, donc c'est-à-dire ne pas attendre l'inaptitude, mais pouvoir remonter, y compris sur des premiers signes précurseurs de détérioration de la santé, y compris dans des problématiques de douleur, enfin, etc., qui permettent justement d'identifier des sujets à traiter. Et puis, c'est aussi identifier des signes du côté voilà, des questions d'engagement, de sens au travail. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Sandrine, on est bien sûr des problématiques de santé physique, mais aussi de santé mentale. Et donc, voilà, de remonter les premiers signes d'apparition de difficultés qui permettent d'anticiper et de ne pas arriver au bout du processus d'exclusion. Alors pour ça, évidemment, si on se dit qu'on est bien ici dans la prévention des risques professionnels, parce que c'est de ça dont il s'agit, donc de lier vraiment ces deux sujets, c'est-à-dire là, on rentre dans les questions dans le champ de la prévention des risques professionnels, et là, quelque part, on a un cadre qui existe et qui est assez ancien, et qui, d'une part, permet de préciser les obligations de l'employeur en matière de santé au travail, c'est-à-dire que, en gros, tout salarié qui arrive le matin dans l'entreprise doit sortir dans le même état le soir, hein, et l'employeur doit mettre en place des mesures de prévention des risques professionnels, d'information, de formation, et puis aussi de mise en place d'une organisation qui permet voilà, de bonnes conditions de travail et des moyens adaptés. Et cadre qui est extrêmement structurant par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les principes fondamentaux de prévention qui fonctionnent tout à fait, c'est-à-dire qui nous incitent. Alors, il y a le législateur a donné un ordre sur ces principes généraux de prévention, qui est de dire au départ zéro risque, sauf que le zéro risque, on se rend compte que c'est un petit peu compliqué à partir du moment où on a des outils, on a des situations de travail, on a des personnes qui sont exposées, etc. Et donc, du coup, c'est là où le document unique d'évaluation des risques est un document structurant pour évaluer les risques, les inventorier et ensuite les prévenir voilà, vous voyez, les derniers principes sont les mesures de protection collective et individuelle, mais avant ça, il y a tout un tas d'autres principes de prévention qui sont tout à fait utiles justement à avoir en tête en matière de prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle par rapport à une organisation qui est plus soutenante ou moins et qui peut justement entraîner des difficultés. Donc, vous voyez, c'est ce cadre structurant de la prévention des risques professionnels et de la santé au travail nous intéresse tout à fait pour pouvoir inscrire le sujet de la prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle dans une démarche plus anticipatrice et préventive. Et donc, par rapport à ça, nous avons voilà, travaillé sur une démarche qui consiste, alors qui est tout à fait parallèle à la démarche, par exemple, de prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Ça permet de se dire comment on va travailler pour pouvoir anticiper et ensuite comprendre. C'est-à-dire quelles sont les problématiques à traiter et ensuite agir, mettre en place des actions de prévention.
Donc, si on va un petit peu plus dans le détail, alors sur ces démarches-là, bien sûr, ces éléments que vous retrouverez dans le kit, Nathalie va vous en parler tout à l'heure. Donc, une démarche qui permet d'agir en prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle, c'est déjà de se dire, en fonction de les caractéristiques de l'organisation de l'entreprise, du système d'acteurs, etc., bah, ça ne va pas se structurer de la même façon. Mais en gros, c'est de se dire comment allons-nous travailler en anticipation des problématiques de santé des salariés. Et donc, ça peut être, vous avez à droite un certain nombre d'idées pour l'action issues de pratiques d'entreprise. Ça peut être mettre en place un groupe de travail qui va piloter un petit peu la démarche en lien avec le comité social économique s'il existe. Ça peut être aussi désigner un référent santé maintien qui peut être évidemment le référent prévention. Vous voyez, c'est l'idée de se dire comment on va travailler et puis qui on va mobiliser, puisqu'on vous le disait tout à l'heure, Sandrine l'évoquait, il y a un certain nombre de ressources aussi autour de l'entreprise qui peuvent être mobilisées et pour certains qui on va le voir également tout à l'heure, participe au comité social économique. Deuxième étape, analyser, c'est-à-dire faire un état des lieux de la situation de l'entreprise par rapport à ces fameux signes précurseurs que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire repérer les signaux d'alerte individuels, collectifs, un atelier, une population, par exemple certaines fonctions, certains métiers qui ont des conditions de travail particulières, ou une population de tel âge. Enfin voilà, repérer les signaux d'alerte, repérer aussi les actions existantes en matière de maintien dans l'emploi pour vraiment structurer les choses et repérer aussi les activités, les compétences clés, les contraintes liées au travail sur l'ensemble de l'entreprise parce qu'on voit bien qu'on est dans une démarche beaucoup plus collective. Je passe bien sûr, vous aurez l'occasion de voir ça plus précisément dans le kit. Les étapes suivantes, bien évidemment, c'est ne pas s'arrêter à l'évaluation, mais aller sur la mise en place d'actions de prévention pour anticiper les situations d'exclusion et traiter les situations existantes. Donc, on a bien ces deux dimensions qui sont importantes et avec, par exemple, la sensibilisation des acteurs pour mobiliser les ressources qu'ils ont à disposition, de pouvoir aussi préciser, par exemple, les circuits d'information. J'ai une problématique de santé, à qui j'en parle, qui je peux mobiliser, etc. Donc, euh, voilà, la réalisation, par exemple, de fiches repères sur le maintien dans l'emploi, enfin, etc. Et il y a un certain nombre d'outils du kit qui peuvent aider en cela. Et puis, dernière étape, évidemment, c'est une démarche de progrès continu, donc rester mobilisé, faire régulièrement le point sur la démarche pour agir. Voilà, assez rapidement, on vous présente un peu ces différents éléments qui vous montrent il y a vraiment ces deux volets à investir, bien évidemment à traiter les situations, les difficultés quand elles se présentent, mais vous voyez bien, il y a tout cet enjeu de remonter vers donc les premiers signes précurseurs pour structurer une démarche qui est tout à fait parallèle à la démarche, qui est très en lien en fait à la démarche de prévention des risques professionnels. Donc voilà pour cette première partie encore. Désolée Sandrine pour Ah oui, non. la gestion de ces petits aléas. Désolée. On va continuer sur le deuxième point qui, en fait, est quid des acteurs du dialogue social dans tout ça. Hein. Et donc, on va vous présenter ces éléments avec Franck, y compris tous les leviers qu'on a pu identifier pour mobiliser les acteurs du dialogue social, les aider à agir sur ce sujet qui n'est pas simple du tout. Alors déjà, peut-être pour planter le décor, de quoi on a parlé? On a parlé de travail, on a parlé d'organisation, on a parlé de conditions de travail, de maintien dans l'emploi. Tout ça, ce sont des objets du dialogue social. Hein. Donc voilà, ça a à voir avec les attributions du comité social économique et c'est un objet possible de négociation par une entrée handicap, par une entrée senior, par une entrée qualité de vie et des conditions de travail. Il y a différentes entrées possibles. Donc c'est bien un objet du dialogue social. Alors si on regarde un petit peu concrètement, en s'appuyant sur des données produites par le ministère du Travail et la Direction générale du travail, son service statistique, les questions de santé, sécurité, conditions de travail sont le premier sujet abordé en réunion de CSE.
le comité social économique. Où ça donne des perspectives. Vous voyez, il y a eu une évolution des instances de représentation du personnel, donc le CSE avec une fusion des différentes instances précédemment existantes. Et donc, le CSE doit régulièrement, on ne va pas rentrer dans le cadre réglementaire, mais doit régulièrement parler de santé, sécurité, conditions de travail, et c'est en effet un sujet abordé. Deuxième constat, je vous disais que c'était un accord, un sujet de négociation collective, notamment dans l'entreprise. Et ben si on regarde par exemple le niveau, donc les thèmes qui concernent les accords signés dans les entreprises, bah, les conditions de travail sont un thème assez peu abordé. Donc, dans conditions de travail, bah, on a les accords, par exemple, sur le télétravail, sur la qualité de vie au travail, etc. Et donc, c'est quand même un sujet qui est très peu abordé. Tout ça pour vous dire qu'il y a des marges de progrès. Il y a un enjeu, compte tenu des éléments de contexte que vous indiquait Sandrine tout à l'heure, à développer la négociation collective sur le sujet qui nous intéresse. Par ailleurs, si on revient sur le rôle et les missions du CSE, alors évidemment avec une différence sur les moins de 50 et les plus de 50, mais c'est l'instance unique de représentation du personnel à partir de 11 salariés, avec des représentants de la direction, des représentants de l'employeur. Et ces missions, donc c'est à la fois de mettre sur la table du dialogue social les réclamations collectives et individuelles des salariés, de veiller à l'application de la réglementation dans l'entreprise et de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail, je l'évoquais à l'instant. Dans dans ce domaine-là, de la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSE est informé et consulté sur un certain nombre de sujets, et notamment les conditions de travail, dont la durée du travail, la formation professionnelle, l'introduction de nouvelles technologies, tout changement qui vont toucher les conditions de travail des salariés, mais également les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Donc tout ça pour vous dire que le cadre prévoit en effet que les acteurs du dialogue social investissent ces attributions, ce sujet-là, et on va voir tout de suite avec Franck Atta-Mutaji, quel levier mobiliser pour agir sur le sujet de la prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle. Franck, je te laisse la parole. Alors, comme vous le voyez sur cette diapo et par rapport à ce que vient de vous rappeler effectivement Catherine, les questions de SSCT sont des sujets qui intéressent les élus. Pour autant, il n'y a pas beaucoup d'accords négociés dans le cadre effectivement des négociations des conditions de travail. Donc, la PDUP doit être un sujet du dialogue social. Plus le dialogue social sera de qualité, plus il sera un dialogue instauré dans le cadre de relations de confiance et de façon dynamique, et plus ces sujets de la PDIP se diffuseront davantage dans l'organisation du travail. Alors, avec le groupe, on a effectivement développé des leviers qui peuvent effectivement permettre d'agir sur la prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle. Là, vous avez effectivement en détail de ce que nous avons pu, nous, de notre côté, mettre effectivement en exergue. Donc, on peut trouver, par exemple, comme levier, l'information et la consultation, qui peut être l'occasion, effectivement, de discuter des questions de PDUP à l'occasion de ces réunions avec, entre l'employeur et les élus. Vous avez notamment aussi le rôle d'alerte individuelle et collective que peut effectivement jouer les élus, qui peut agir effectivement sur la désinsertion et l'usure professionnelle. Vous avez le travail d'analyse de terrain, l'analyse d'enquête des accidents du travail et de maladies professionnelles, la réalisation d'inspections et de visites que l'on pourra avoir effectivement dans une des fiches que l'on pourra développer, qui est quand même un levier essentiel puisqu'il permet effectivement d'aller récolter sur le terrain
auprès effectivement des travailleurs et des sujets qui peuvent effectivement, à l'occasion du dialogue social, être évoqués avec les directions, les employeurs. Vous avez l'exploitation des informations de la base de données économiques, sociales et environnementales qui peuvent servir effectivement à alimenter les discussions sur la PDUP. Évidemment, comme on vient de le voir, vous avez les réunions euh, au niveau des commissions santé, sécurité, conditions de travail, qui sont le lieu, qui peuvent être en tout cas le lieu de discussion un peu plus, un peu mieux détaillé à certains moments, effectivement, sur ces sujets de PDUP. Vous avez aussi le travail assez important qui peut être réalisé au niveau du document unique d'évaluation des risques professionnels et surtout son pendant qui est le plan d'action et de prévention ou encore le PAPRIPACT. À côté de ça, vous avez effectivement aussi comme autre levier des négociations, à l'occasion des négociations collectives, vous pouvez effectivement avoir des sujets de la PDP qui peuvent être inclus dans le dialogue social et favoriser la signature d'accords à ce sujet. Autre levier important que vous pouvez aussi également avoir à disposition, c'est la formation des élus et des employeurs. Donc, sur ces sujets, puisque en les sensibilisant davantage, vous allez avoir des discussions qui pourront mieux être ciblées sur les actions à établir sur la PDUP. Et vous avez aussi dans tout notre catalogue de leviers les actions de sensibilisation des salariés de l'encadrement qui peuvent effectivement alimenter certaines questions qui proviennent effectivement des principaux intéressés, puisque ce sont sur ces derniers effectivement que qu'on peut agir sur la PDUP. Alors, on va pouvoir voir une fiche, une ou plusieurs d'ailleurs, en détail. Alors, sur un des leviers que l'on vient d'évoquer, que je viens d'évoquer, on a les réunions sur la santé, sécurité, conditions de travail. Donc, quelques idées pour s'assurer effectivement que ce sujet de la PDUP fera bien partie des discussions qui seront tenues à l'occasion de ces réunions. Euh, S'assurer de la présence de points systématiques à l'ordre du jour, c'est effectivement des moyens de parler de la PDUP à l'occasion effectivement de ces réunions. Ça peut passer par l'analyse des accidents de travail et maladies professionnelles. Ça peut passer par la consultation de la BDESE ou aussi s'aider sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, mais également sur le PAPRIPACT. Euh, donc, si tous ces points peuvent être évoqués à l'occasion de l'ordre du jour d'une réunion SSCT, ça permet effectivement d'évoquer plus largement sur les sujets de PDUP et certainement par la suite pouvoir avoir des actions sur effectivement ces thématiques. Donc, à l'occasion de ces réunions, proposer des informations liées à la PDP, PDUP, ça peut passer également par le suivi d'indicateurs comme les rendez-vous de liaison, les visites de reprise, les entretiens à mi-carrière. Donc, tous ces points, s'ils sont évoqués effectivement à l'occasion de ces réunions, permettent effectivement de traiter du sujet de la PDUP à l'occasion de ces réunions santé, sécurité, conditions de travail. S'assurer de la présentation effectivement du rapport annuel euh, du service de prévention et de santé au travail. Ça permet effectivement encore de reboucler sur des sujets de PDUP à l'occasion de ces réunions. Inviter des personnes qui permettent d'aiguiller sur des thématiques qui seraient évoquées à l'occasion de ces réunions et à l'ordre du jour, comme les médecines du travail, l'inspection du travail, la CARSAT, les MSA et les OBBPTP. Ça permet effectivement, on va dire, d'avoir un œil un peu plus aiguisé à l'occasion des questionnements qui remonteraient à l'occasion de ces réunions SSCT. Donc, formaliser en préparant ces réunions pour les élus qui appartiennent à cette commission, formaliser le travail préparatoire,
Ça permet effectivement d'avoir une présentation avec d'être plus synthétique et de permettre d'appuyer avec des supports ces sujets sur la PDIP qui ne sont pas forcément des sujets maîtrisés par les élus CSE et aussi les élus qui sont dans cette commission, s'il en existe, santé, sécurité, conditions de travail. Donc, préparer ces réunions avec tous ces points, s'assurer qu'il y ait effectivement des comptes rendus de visite, par exemple, ou alors le rapport annuel concernant les conditions de travail. Ça, ce sont des points qui permettent effectivement de mieux préparer en amont ces réunions pour pouvoir évoquer des sujets que maîtrisent pas forcément les élus, mais dont les personnes invitées, comme les médecines du travail, les services prévention et santé au travail, peuvent aider à la discussion sur des sujets euh, comme ces sujets de PDUP. Comme autre fiche, comme autre levier pour agir sur la PDUP, vous avez aussi sur le thème de la négociation d'accords, euh, vous avez là un détail dans le sens où, à l'occasion effectivement des négociations entre les délégués syndicaux et la direction, vous avez effectivement le si effectivement les délégués syndicaux, les élus CSE notamment, qui peuvent, à l'occasion de ces réunions, négocier des accords pour mettre en avant les conditions de travail en pouvant s'appesantir sur des sujets de, de désinsertion et d'usure professionnelle, c'est l'occasion effectivement de pouvoir inclure dans ces accords des spécificités liées à ces populations pour pouvoir effectivement en prendre compte. Ça peut être le cas à l'occasion de négociations sur du télétravail, mais pas forcément. Et vous pouvez aussi avoir quelques clauses évoquées sur la prise en compte de situations de handicap ou de reclassement. Donc, tous ces sujets, effectivement, à l'occasion des négociations avec les délégués syndicaux et les employeurs, passent par une identification des enjeux sur le sujet à traiter pour être effectivement d'accord sur ce qu'on va pouvoir conclure comme accord in fine, la réalisation d'un diagnostic partagé et donc entre les élus et les directions permet effectivement de mieux aiguiller la négociation de l'accord et les discussions qui vont tourner autour de ces sujets de PDP. Et ça va mieux servir à identifier des actions possibles, hein, puisque les élus peuvent apporter leur expertise avec les inspections et visites sur le terrain, sur certaines actions faisables ou pas, avec du côté des directions, le volet qui peut être un volet effectivement de voler des budgets, des volets des stratégies qui peuvent être incluses effectivement dans les accords à négocier. Donc ne pas oublier dans le cadre de ces négociations d'accords effectivement un suivi qui permet de revenir au bout d'un an, soit mi-année, au bout d'un an ou de 2 ans, ou avant la fin de cet accord, sur toutes les actions qui ont été évoquées et mises en place pour peut-être effectivement à la prochaine négociation en trouver d'autres ou améliorer en les ajustant. Donc, dans les actions que vous pouvez aussi mettre en œuvre, il est important euh, d'avoir effectivement une vision un peu à 360 en essayant de réduire les contraintes de travail, avoir en tête d'adapter les postes et les aménager, de favoriser les parcours professionnels. Vous avez aussi le traitement de situations spécifiques de personnes ayant des problématiques de santé, mieux articuler la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, le droit à la déconnexion et faciliter la réalisation de démarches médicales. Tous ces sujets, effectivement, sont des sujets qui sont évoqués à l'occasion des négociations collectives. Et si autant les élus, autant la direction sont sensibilisés sur ces sujets de PDUP
euh, peuvent effectivement apporter, on va dire, autour des discussions qui tournent autour des actions qui peuvent effectivement faciliter ou euh, ajuster par rapport effectivement à des situations spécifiques. Ça, c'est des moyens qui permettent d'agir via le dialogue social sur la prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle. Donc, Franck, si donc on résume, il y a un peu deux enjeux au niveau de la négociation collective. C'est d'une part de pouvoir avoir des accords, on va dire, dédiés par rapport à des populations qui auraient été identifiées comme plus fragiles, vulnérables, par exemple la population des seniors ou la population des personnes qui sont concernées par des problématiques de handicap. Donc, d'une part, d'avoir des accords, on va dire, dédiés sur le sujet, mais par ailleurs, dans chacun des accords qui peuvent être travaillés et signés au sein de l'entreprise, de se poser la question des spécificités, en fait, liées à la population qui est fragilisée par des problématiques de santé. C'est d'avoir ces deux volets-là sur le sujet de la négociation. Tout à fait, tout à fait. Plus, plus les discussions seront effectivement faites à la lumière de ces situations, de ces spécificités, et plus l'accord sera effectivement meilleur pour pouvoir prendre en compte effectivement ces situations. Mais pour cela, ça suppose d'être informé, sensibilisé sur la question, d'avoir effectivement pu voir sur le terrain effectivement ce qui pouvait être mis en place la qualité du dialogue social permet effectivement, dans le cadre de ces négociations collectives, euh, d'intervenir au maximum sur soit des situations de handicap. Et c'est pour ça que d'autres acteurs qui tournent autour effectivement de ce dialogue social peuvent intervenir et doivent notamment intervenir. Là, dans les questions, on a effectivement la place du référent handicap. Il y a toute sa place parce qu'il peut servir effectivement, on va dire, d'aide à la construction d'une action au niveau de ce qui peut être évoqué dans les réunions de la CSSCT sur des sujets qui peuvent remonter à l'occasion des visites inspections sur les sites. Donc, aider le dialogue social, autant effectivement les élus du CSE que la direction, avec effectivement une expertise qui peut y avoir effectivement sur certaines situations, comme celle que peut avoir le référent handicap, ça permet de réajuster des actions possibles pour agir sur la PDUP. Alors peut-être un autre exemple de fiches qui ont été construites dans le cadre du kit. Oui. Alors, sur celle-ci, ce sont effectivement la formation des élus et des employeurs, mais aussi des personnes ressources dans l'entreprise, mais également les actions de sensibilisation des salariés sont quand même des leviers qui permettent d'agir sur la PDUP. Donc, former les élus et les employeurs, c'est s'assurer que la thématique de la PDUP soit intégrée dans la formation SSCT des élus. Donc, les sensibiliser, les habituer à ce genre de thématique ou de situation, ça permet effectivement d'avoir, d'une part, des élus capables, on va dire, d'appréhender ces situations pour mieux les évoquer et puis mieux les expliquer et de la part de la direction de pouvoir effectivement discuter sur un terrain assez égal, on va dire, sur ces sujets et de mettre en relation des actions qui vont permettre effectivement de répondre aux attentes et des employeurs et des élus du CSE. Donc, former les élus, c'est s'appuyer aussi sur son service prévention santé au travail ou, quand elle existe, normalement, des cellules PDP ou Cap Emploi qui permet effectivement de faire bénéficier d'une formation commune des élus et des employeurs sur la PDUP. Former les élus et les employeurs, mais aussi les personnes ressources, c'est organiser des séances de formation pour sensibiliser effectivement les acteurs du dialogue social.
mais pas que, c'est l'ouvrir aussi à d'autres référents, santé au travail, si on en existe, au sein de l'entreprise. C'est former les élus, c'est aussi développer des partenariats avec d'autres acteurs ressources, comme les médecins du travail. Donc, on l'a vu, les cellules PDP, des services de prévention et santé au travail, les services sociaux de la CARSAT aussi, qui peuvent apporter une aide effectivement dans ce cadre-là, la MSA, la GFIP, Cap Emploi, les branches professionnelles. Ça permet effectivement de donner des perspectives en matière d'action, notamment par rapport à ce qui a pu être ciblé sur le terrain. Former les élus et les employeurs, c'est identifier aussi d'autres interlocuteurs pour pouvoir les mobiliser aux besoins. Autre fiche de levier, donc les actions de sensibilisation. Donc, comme on vient de le voir, ça peut aussi s'appliquer pour la formation des élus et des employeurs. Faire des actions de sensibilisation auprès des salariés et de l'encadrement, c'est des moyens, effectivement, d'agir sur la PDUP. Donc, ça permet d'élargir le champ d'information et de prise de connaissance sur cette thématique directement auprès des salariés ou directement auprès, effectivement, de l'encadrement, des managers. Donc, voilà. Donc, s'appuyer sur son service santé au travail pour pouvoir effectivement mettre en place des actions de sensibilisation, intégrer la thématique de la prévention de la désinsertion de l'usure professionnelle dans le livret d'accueil, qui contacter, comment alerter, quelles ressources. Ça permet déjà d'installer dans un document que l'on met déjà à disposition des salariés entrants on va dire, quelques informations déjà, des prémices d'informations sur la PDUP. Ça peut passer aussi, ces actions de sensibilisation, par l'organisation d'ateliers, parce qu'il peut y avoir effectivement au sein des entreprises ou des organismes, effectivement des salariés eux-mêmes un peu alertes, qui peuvent apporter d'autres éléments et intervenir aussi aux besoins auprès des directions et des élus du CSE. Les actions de sensibilisation peuvent être diffusées aussi par le biais d'intranet auprès des entreprises et organismes ou par le cadre de réseaux sociaux quand ils existent, directement aussi par les affichages sur les panneaux d'affichage, effectivement, sur les lieux de travail. Et les actions de sensibilisation peuvent aussi passer par des permanences où, à l'occasion de ces permanences des élus CSE, CSCT, ça permet de diffuser davantage le sujet de la PDUP auprès des salariés, des managers et de toute personne qui serait intéressée effectivement à ces thématiques. Alors, sur le DURP et sur les plans d'action de prévention, dont notamment le PACRIPACT, ce sont quand même c'est un levier euh, important, puisque vous avez effectivement dans le DURP le recensement de tous les risques auxquels peuvent être exposés tous les salariés appartenant à l'entreprise ou à l'organisme, avec comme pendant effectivement de ce travail de recensement des risques, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, qui plus particulièrement va permettre sur une durée d'un an de mettre en place des actions et de pouvoir les suivre par rapport à tout ce qui a pu être recensé côté au niveau du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, le travail sur le DURP, le PAPRIPACT, c'est quand même un levier important pour agir effectivement sur la PDUP. S'assurer l'évaluation des risques, ça, effectivement, dans le recensement des risques sur le document unique, vous avez effectivement, c'est l'occasion de parcourir de façon plus précise et détaillée tous les risques et de tenir compte des situations particulières qui peuvent intéresser la PDUP. Euh,
s'assurer effectivement de la participation de tous les salariés à la démarche d'évaluation. Ça permet d'être au plus près effectivement des situations de travail qui existent dans l'entreprise et dans l'organisme, les évaluer ensuite pour pouvoir tenir compte des situations particulières comme les situations de handicap, de maladies chroniques évolutives, de vieillissement, d'invalidité, de restriction d'habitude, etc. Ça permet en plus, avec ce travail d'évaluation des risques, de recensement, de tenir compte un peu mieux des situations réelles de travail. Le DURP et le PAPRIPACT, c'est vraiment un levier important au niveau du dialogue social, puisque ces éléments sont évoqués à l'occasion des réunions de la commission SSCT et du CSE auprès effectivement des directions. Voilà, donc au niveau des leviers, on les a pas toutes vues, mais vous avez effectivement plusieurs fiches qui sont dans le kit. Vous allez retrouver à peu près ce qui vient d'évoquer, c'est-à-dire l'essentiel sur ces leviers concernant les thématiques, mais aussi les principales choses qui sont à noter pour pouvoir effectivement mieux intervenir sur ces sujets, sur ces leviers euh, au niveau du dialogue social pour agir sur la PDUP. Alors, pour résumer un peu effectivement les conditions de réussite concernant effectivement l'action du dialogue social sur la PDUP, ça passe par un engagement de la direction. Donc, on parle du dialogue social de qualité. Donc, une démarche participative de tous, ça permet d'évoquer effectivement ce sujet entre tous, élus CSE, direction, autres personnes effectivement appelées effectivement comme appui sur ce sujet de cette prévention des insertions de l'usure professionnelle. Une approche collective en complément des traitements individuels, c'est quand même des conditions qui permettent effectivement de, d'agir sur la PDUP. On reste malgré tout sur des approches préventives pour être le plus en amont possible, comme on l'a vu précédemment, intervenir le plus précocement possible. Ça peut passer effectivement par tous les indicateurs qui ont été vus, mais aussi par un dialogue social hein, qui permet effectivement, par rapport aux éléments tirés du terrain, de pouvoir les évoquer, de mettre en place des accords pour effectivement mettre en place un système et une culture de prévention plus forte et plus grande. Se doter d'indicateurs, c'est aussi une condition de réussite parce que ça permet effectivement de savoir où est-ce qu'on débute et où est-ce qu'on en est et quelles sont effectivement quelle est la trajectoire que l'on veut donner aux actions que l'on a souhaité mettre en place. Donc, on vient de le voir, se former en amont et mobiliser les ressources existantes, c'est quand même voilà, c'est des éléments à prendre en compte. La nécessité d'aller sur le terrain au plus proche des situations, on l'a vu, parce que ça permet effectivement d'être au plus proche des situations réelles de travail et s'appuyer sur des compétences des acteurs experts du maintien dans l'emploi notamment, aussi les services santé au travail qui peuvent aider effectivement les élus et les directions pour agir sur la prévention, la désinsertion et l'usure professionnelle. Et en conclusion, cette thématique est bien une thématique qui concerne effectivement tout le monde, parce qu'on le sait, les enjeux quand même, hein, les enjeux qui sont en place sont des enjeux effectivement qui intéressent tous les acteurs du dialogue social. On a des enjeux de performance et on a aussi des enjeux de santé au travail. Donc, les mettre en lien et pouvoir effectivement tenir compte de certaines situations qui intéressent la prévention et la désinsertion professionnelle, c'est quand même l'affaire de tous. Merci, merci beaucoup, Franck. Alors, on peut, tout cela contribue en fait à un dialogue social de qualité. C'est-à-dire que à la fois, on peut se dire que
travailler sur ces sujets-là, sur les conditions de travail, enfin, etc., va alimenter le dialogue social. Mais il y a un enjeu aussi, enfin, au fait de travailler ensemble pour pouvoir développer un dialogue social de qualité qui renvoie un peu, enfin, à trois leviers. Il y a en effet le levier, tu viens de l'évoquer, sur la façon dont on travaille sur le sujet. On le voit bien, hein, il y a un enjeu à travailler, à faire le lien avec l'organisation du travail, avec les situations de travail, le terrain, enfin, etc. À essayer aussi de bien comprendre les problématiques rencontrées par les salariés pour pouvoir agir aussi collectivement et en anticipation. Donc il y a le levier de comment on travaille sur le contenu. Il y a aussi un autre levier d'un dialogue social de qualité qui est aussi la façon dont on travaille au sein du dialogue social, c'est-à-dire est-ce que la démarche qui est proposée mobilise par exemple le CSE, donc c'est une question de moyens, c'est une question aussi de mobilisation d'acteurs ressources, enfin la structuration des actions, la façon de travailler au sein du dialogue social est un autre levier d'un dialogue social de qualité. Et puis dernier point, parce que je crois que tous les acteurs du dialogue social le vivent au quotidien, troisième levier, c'est la question des relations, hein, c'est-à-dire la volonté, en fait, la reconnaissance de chacune des parties, de chacun des acteurs du dialogue social comme acteurs légitimes pour parler des sujets qui sont sur la table, par exemple du CSE, de la commission santé, sécurité, conditions de travail ou de la négociation. Donc c'est aussi les relations, des relations d'écoute, de pouvoir prendre en compte le point de vue de l'autre, même si on n'est pas d'accord, pour pouvoir travailler ensemble et in fine arriver à trouver des compromis d'action qui peuvent être, par exemple, qui peuvent faire l'objet d'un accord. Donc voilà, on a vraiment trois leviers d'un dialogue social de qualité qui vont aussi permettre de mieux travailler sur le sujet qui nous préoccupe ce matin. Alors, on a été sur ce volet, voilà, de partager quelques repères sur la prévention, la désinsertion, l'usure professionnelle. On a partagé quelques repères sur les leviers donc du dialogue social pour travailler sur ces sujets-là. Et maintenant, on va voir ensemble avec donc Nathalie Chazal les outils qu'on vous propose, qu'on a construits pour vous aider justement à outiller les acteurs du dialogue social pour appréhender, investir ce sujet-là. Alors n'hésitez pas en parallèle à poser vos questions dans le chat de la réunion. On essaye d'y répondre au fur et à mesure, soit par écrit, soit à l'oral. Nathalie, je te laisse la main pour la suite. Oui, merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, nous arrivons sur la dernière partie de ce webinaire pour vous présenter donc ce kit qui a été construit par le groupe de travail avec donc le souci de pouvoir proposer un outil qui soit à la fois pratico-pratique, synthétique et qui puisse donc être utilisable et transférable dans différentes situations notamment. Comme ça a été précisé précédemment, notre objectif, c'est de pouvoir donner des repères sur la PDUP aux différents acteurs des CSE et de la négociation, mais également pour les personnes qui seraient ressources dans ce champ de la PDUP et qui pourraient aussi contribuer à la sensibilisation, voire à la formation des élus et donc autres acteurs du dialogue social. Dans la présentation, on a également compris des éléments permettant à chacun d'identifier quels sont les leviers mobilisables pour contribuer à mettre en œuvre des actions PDUP et notamment et plus précisément dans le cadre du dialogue social. Donc, pour la composition du kit, vous allez le voir, il est assez large et de notre point de vue assez bien outillé, puisqu'il comprend à la fois une notice explicative pour l'utilisation des différents éléments que je vais vous présenter. Et également, donc, vous aurez des outils
pour organiser des sessions de formation, voire de sensibilisation. On l'a vu tout à l'heure, donc Franck nous l'a montré, dans les outils et les leviers d'action possibles pour agir. Nous avons notamment donc des sessions d'information et de formation auprès des différents acteurs et plus particulièrement des élus du dialogue social. Également, donc là aussi, dans les éléments ressources, nous avons également donc des documents ressources complémentaires tels que le repérage donc des acteurs, des différents leviers qui peuvent donc les mesures disponibles qui peuvent mettre en place en fonction des situations des salariés. Également des ressources aussi bibliographiques. Voilà, donc quelque chose d'assez complet, construit, et aussi des outils de suivi, puisqu'effectivement, l'objectif c'est de pouvoir agir, mais c'est aussi de pouvoir suivre les actions mises en place. Donc, dans la composition du kit, je vous ai parlé donc de différents outils. Nous avons des outils qui sont plus particulièrement dédiés à ce qu'on appelle la sensibilisation. Donc là, on est plutôt, on va dire, dans des formats un peu courts, qui peuvent être donc inclus ou insérés dans des réunions de travail dans lesquelles la thématique de la santé au travail va être abordée, ou les problématiques de conditions de travail avec leurs incidences peuvent être donc mises en avant. Des petits, donc avec une fiche présentant un modèle d'invitation, une petite plaquette de sensibilisation qui est très synthétique et qui met en avant donc les éléments clés de dialogue et de communication sur ce sujet de la thématique de la PDUP. Des modèles donc de fiches d'évaluation, autant pour les sessions, donc un suivi des sessions, mais également dans la suite des sessions, donc des questionnaires à chaud et des questionnaires à froid également. Alors peut-être préciser aussi que tous ces outils, donc modèles d'invitation, de fiches d'évaluation, etc., sont personnalisables avec la possibilité de mettre votre logo, enfin le texte. Voilà, on a voulu faciliter en fait, voilà, pour inviter à une session, voilà un texte type, mais tout est personnalisable, modifiable. C'est en version Word, hein, et donc voilà, à mettre à votre main quand vous utilisez ces différents outils. Alors, Nathalie? Oui, effectivement, et puis peut-être préciser également que dans la plaquette de sensibilisation, vous le verrez, hein, donc il y a un petit questionnaire d'auto-évaluation qui permet donc aux élus et aux employeurs de se positionner par rapport à qu'est-ce qui est en place dans l'entreprise, qu'est-ce qui n'est pas en place dans l'entreprise, et en fonction donc des résultats obtenus, un renvoi donc sur la dernière page de la plaquette qui permet de reprendre un petit peu le processus qu'a présenté Franck auparavant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour agir, avec quelques idées aussi d'actions à mettre en place dans les différentes étapes. Donc, dans les outils qui restent à disposition, effectivement, vous avez également donc une ingénierie d'animation qui est proposée. Donc, vous avez un petit peu de tableau récapitulatif qui vous propose donc différents modèles, différents types d'animation à l'appui, donc avec à chaque fois en face donc les documents qui sont à votre disposition pour cela. Pour les sessions d'animation, autant pour la sensibilisation que pour la formation, nous avons construit 2 diaporamas. Un diaporama en version courte qui est plutôt dédié aux sessions de sensibilisation de courte durée, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent s'insérer donc dans des réunions notamment. Et puis un format beaucoup plus long, quand on est plutôt sur des sessions de formation où on va rentrer plus dans le détail des différents points. D'ailleurs, le diaporama que nous avons utilisé aujourd'hui pour l'animation de ce webinaire est issu justement donc de ces 2 diaporamas que l'on vous propose. Voilà. Pour rendre un peu aussi vos sessions de sensibilisation et de formation un peu dynamiques, nous avons aussi travaillé sur un quiz
avec avec des questions. On a ciblé quelques questions plutôt affirmations qui sont régulièrement mises en avant. Et donc, dans la fiche quiz, vous avez pour chacune de ces affirmations les réponses à apporter. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir faire une petite animation autour de ces questions, de ces quiz, travailler peut-être en sous-groupe, faire quelque chose d'un peu interactif au niveau donc de vos sessions donc de sensibilisation. Dans ce quiz, il vous est proposé plutôt dans la version longue. L'idée, c'est après l'apport sur la PDUP, c'est un peu pour remettre en discussion les notions, hein. Donc, il y a, alors évidemment, pour vous aider à l'animer, vous avez les questions, une fiche qui comprend les questions et les réponses pour animer, on va dire, les échanges. Voilà, sur la façon de l'utiliser, ça peut être en effet à la volée. Ça peut être aussi la possibilité c'est bien des fois de déplacer les gens dans dans des sessions de sensibilisation, les mettre sur une ligne, ceux qui sont d'accord à droite, ceux qui sont pas d'accord à gauche, et donc du coup les inciter à argumenter. Et voilà, ça permet de créer aussi des conditions d'échange. Enfin, l'idée, c'est d'animer le débat. Après, les repères, le partage de repères sur la PDUP, et puis sur l'idée d'inscrire ces sujets-là dans des démarches plus collectives et anticipatrices de prévention, de pouvoir animer voilà, un temps d'échange qui permet de voir s'il y a besoin de renforcer telle et telle notion ou s'il y a besoin aussi de se poser la question, par exemple, ah oui, mais chez nous, ça ne se passe pas comme ça, oui, mais chez nous, il y a telle difficulté. Enfin, voilà, c'est de créer les échanges. C'est un outil d'animation voilà, parmi d'autres. Et Nathalie, au cours de la session longue, il y a d'autres outils qui sont Oui, tout à fait. proposés à différents endroits. Oui, notamment donc un autre exemple d'outil que vous pouvez utiliser donc dans ces sessions longues de formation, c'est de travailler peut-être en sous-groupe sur une consigne, notamment sur la thématique donc en fonction des représentations et des connaissances de chacun, quels sont selon les personnes donc les freins et les conditions de réussite pour agir en matière de PDUP. On a des éléments de réponse également qui ont été amenés donc dans les présentations antérieures, et notamment donc celle qu'a pu vous faire Franck sur les conditions de réussite en matière de PDUP. Voilà. Donc, effectivement, comme le dit Catherine, l'objectif, c'est de pouvoir, pouvoir travailler avec les personnes donc qui sont dans les sessions de formation en dynamique et en interaction, de pouvoir effectivement faire avancer aussi les représentations, parce qu'on se rend compte que bien souvent, là aussi, dans les freins qu'on rencontre sur les actions à mettre en place, les deux raisons sont essentiellement liées à la fois aux représentations, mais également aux connaissances que chacun des personnes peuvent avoir sur ce sujet-là. C'est vrai que tout à l'heure, quand on évoquait donc les étapes de la démarche qui vous est proposée dans le kit, ce travail-là, cette réflexion-là, elle peut alimenter la première étape, hein, c'est-à-dire pour agir, pour mettre en place une démarche anticipatrice, enfin, etc., de prévention de la désinsertion de l'usure professionnelle, quels sont nos atouts, quels sont nos freins, et donc sur le volet, bien sûr, du sujet à traiter, mais aussi si on se dit que c'est à inscrire dans le dialogue social, sur le volet dialogue social. Enfin, voilà, il y a l'idée aussi de pouvoir prendre en compte les spécificités de chaque entreprise, puisqu'il y a évidemment globalement, et Franck vous l'a dit tout à l'heure, des conditions de travail des conditions de réussite un peu transversales, mais il y a aussi voilà, des freins à identifier dans chaque entreprise pour à la fois agir efficacement, collectivement, en mobilisant les bons acteurs, les bonnes ressources, en allant sur les situations de travail, etc. Donc, ce travail sur les freins et les conditions de réussite, ça doit aussi permettre d'aider à réfléchir sur l'opérationnalité d'une démarche dans l'entreprise. Et donc, peut-être aussi à compléter au sein d'un CS, pourquoi pas.
Autre outil pédagogique utilisé dans le format long. Oui, donc dans ce format-là, on vous propose également donc une feuille de route possible en fait de compte hein, pour je dirais l'après-session de formation, donc amener les personnes à réfléchir à voilà quelles actions peuvent être mises en place dans le court terme, moyen terme ou plus long terme, et également donc réfléchir à comment suivre également donc toutes ces actions euh, à la fois donc d'un point de vue d'un point de vue plutôt donc collégial hein, bien entendu et transversal. Voilà, tout ça, encore une fois, hein, c'est pour inciter à l'action dans le temps. On voit bien que c'est un sujet qui n'est pas simple. Et donc, en gros, c'est vrai que dans des séances de sensibilisation. Alors, par exemple, si on prend l'exemple d'un médecin du travail ou d'un membre de l'équipe de la cellule, enfin de l'équipe pluridisciplinaire d'un service de prévention et de santé au travail ou un représentant de Cap Emploi qui vient au sein d'un CSE pour sensibiliser tous les acteurs sont là. Donc ça peut être voilà, aussi l'occasion de dire bah, comment on fait maintenant. Mais parfois, dans des séances de sensibilisation qui regroupent plusieurs entreprises, il y a peut-être un enjeu à ce que l'acteur de l'entreprise présent dans cette séance puisse rendre compte en fait, du contenu et des repères aux autres personnes, aux autres acteurs du dialogue social dans son entreprise. Donc voilà, tout ça, c'est l'idée d'inciter à se dire, bah, je sors de cette séance de sensibilisation, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être, par exemple, ah bah tiens, je vais bah, demander au médecin du travail de venir à la prochaine séance de CSE pour sensibiliser sur le sujet. Ou ça peut être, par exemple, bah, dans nos priorités d'action du CSE, on va inscrire ce sujet-là en travaillant à partir d'un diagnostic sur l'ensemble de l'entreprise, enfin, etc. Là, on est plutôt à 6 mois, 1 an. Vous voyez, mais c'est l'idée de dire on ne peut pas tout faire tout de suite, mais c'est d'ancrer le mouvement, les actions lors de ces séances de sensibilisation. Voilà, et dans les ressources donc complémentaires, hein, donc comme précisé, vous aurez donc à disposition un tableau qui reprend en détail à la fois donc les leviers pouvant être mobilisés dans le cadre du dialogue social, tel que Franck a pu vous les présenter hein, tout à l'heure. Un tableau également reprenant l'ensemble des acteurs ressources, hein, que Sandrine a présenté également. Et dans ce tableau, en fonction des situations des salariés, vous avez également les outils qui peuvent être mobilisés. Alors, on ne les a pas donc détaillés, hein, on les a simplement nommés. L'objectif, donc, la plupart d'entre eux, ce sont des outils qui sont à la main, on va dire, des acteurs dits experts hein, du maintien dans l'emploi et de la PDBUP. Et donc, en fin de compte, le principal pour vous, c'est de savoir que voilà vers qui s'orienter pour pouvoir mobiliser les différents outils qui peuvent être mis à disposition, outils qui sont, je le rappelle, qui relèvent du droit commun comme du droit spécifique sur la réglementation des travailleurs handicapés et également des outils de l'assurance maladie. Ces trois volets sont très complémentaires et donc il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les acteurs ressources dans ce domaine-là hein, pour pouvoir les mobiliser. Et enfin, donc, une note qui propose donc toutes les ressources bibliographiques. Hein. Mine de rien, on se rend compte que c'est assez consistant. Et donc, nous avons essayé, voilà, d'être le plus détaillé possible. Donc, avec les liens Internet quand c'est aussi possible. Voilà, pour que vous puissiez avoir une base de ressources assez complète.
Oui, des ressources à la fois, bien sûr, sur la PDUP, mais aussi sur le dialogue social, hein, puisque les acteurs pouvant sensibiliser les représentants, direction, personnel, dans les entreprises, dans les territoires, etc., bah, ce sont des acteurs qui sont plutôt experts ou de la PDUP, plutôt experts du dialogue social. Je pense par exemple à tout le réseau de formateurs, d'organismes de formation agréés par la Direction régionale du travail qui forment les élus de CSE. Enfin, voilà, et donc du coup, l'idée, c'était de vous mettre à disposition des ressources sur les deux volets, hein, pour que vous puissiez aller plus loin par rapport voilà, aux quelques repères que nous avons partagés au cours de ce webinaire. Et concernant le tableau, c'est vrai qu'on le voit, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises, les salariés sur ces sujets-là. Voilà, c'est comment il ne s'agit pas de devenir des spécialistes quand on est élu au CSE, un spécialiste de tous les outils de la PDUP, mais bien d'identifier qui contacter, quelles ressources mobiliser. Voilà, et l'enjeu est plutôt là. Et bien évidemment, selon les besoins, encore une fois, comme vous le disiez Nathalie, de format court, format long. Tout ça, c'est ouvert, hein, c'est-à-dire format PowerPoint. Vous pouvez le modifier, vous pouvez sélectionner selon le temps que vous avez. Enfin, l'ingénierie qu'on vous propose, c'est une ingénierie un peu type pour vous aider à utiliser les outils d'animation qui vous sont proposés, qui ont été construits. Et puis peut-être aussi, Nathalie, on peut se dire que ces outils ont été testés auprès d'acteurs du dialogue social, auprès d'employeurs, auprès de représentants d'organisations syndicales. Donc voilà, ils ont été testés. Et puis, ils sont aussi amenés à, selon les besoins, on pourra aussi les compléter, parce que parfois les outils évoluent, et donc du coup, on sera attentif à, bien évidemment, à les compléter si besoin, les rectifier, mettre de nouveaux liens éventuellement si nécessaire. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le fil de conversation. Est-ce qu'éventuellement, voilà, il y a une question, une réaction absolument, voilà, que vous aimeriez faire? N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Hum, je ne pense pas avoir loupé de questions, hein, dans le fil de conversation. Est-ce que, voilà, quelqu'un souhaite prendre la parole? Alors, je vais peut-être, je ne vois pas si arrêter le partage pour savoir si quelqu'un lève la main, si quelqu'un ouvre son micro. Tout va bien? Mm. Ok. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de retourner sur notre petit klaxon. Je vous remets le fil, je vous remets le lien dans le fil de conversation. Bah, vous allez avoir, donc, en effet, bah, on va vous emmener sur la deuxième partie. Voilà, quelques questions sur ce que vous avez pensé de cet atelier. Vous avez trois questions, une petite note. Voilà, si vous voulez avoir, voilà, vous revenir avec nous sur le klaxon, vous cliquez sur le lien qu'il y a dans le fil de conversation. Vous allez arriver toujours sur le même board. Vous avez sous les yeux donc les trois questions, la petite évaluation sous forme d'étoile. Donc pour voter, vous appuyez sur la partie basse du post-it. Hein, je partage mon écran pour vous montrer voilà, comment ça se situe. Donc, vous cliquez ici sur la partie basse pour dire, première question, cet atelier vous a été proposé afin de faciliter la prise en main du kit d'animation. Diriez-vous que toute cette présentation vous a été utile? Donc, voilà, pour l'instant, on va laisser le temps aux participants de voter. Pour l'instant, on est pas mal sur l'évaluation. Euh, la deuxième question, n'hésitez pas, hein, prenez votre temps pour voter. De toute façon, ce vote va rester ouvert et vous aurez l'occasion d'y revenir. Deuxième question, il a été conçu ce kit comme un peu une boîte à outils avec tout un tas d'outils dedans pour sensibiliser les acteurs du dialogue social sur le sujet. Et pensez-vous a priori que les éléments du kit vous aideront dans vos actions de sensibilisation? Pareil, vous appuyez sur la partie basse du post-it pour répondre à la question.
Donc voilà, est-ce que vous pensez a priori, avant son usage bien sûr, si les éléments de ce kit vous aideront dans vos actions de sensibilisation? Donc voilà, on a les votes qui se font au fur et à mesure. Troisième question, bah, pensez-vous que la méthodologie proposée dans le cadre de ce kit vous a été utile, c'est-à-dire, en gros, hein, anticiper? Si on reprend les points clés, hein, Nathalie, Sandrine, Franck, qu'est-ce qu'on peut dire? Anticiper, approche collective, inscription dans le dialogue social, outillage, sensibilisation, acteurs ressources, outils sur lesquels on peut s'appuyer, faire le lien avec le travail, les situations de travail, démarche participative. Qu'est-ce qu'on peut se dire aussi? Une multitude de leviers qui sont bien évidemment dans le cadre des attributions des CSE, des commissions santé, sécurité, conditions de travail, beaucoup de leviers. Et Franck vous en a fait quelques extraits. Bien évidemment, le document évoqué par Nathalie dans le kit vous permettra d'avoir des informations plus complètes sur tous les leviers sur lesquels peuvent agir les acteurs du dialogue social dans les entreprises, des secteurs, au niveau des territoires, enfin, voilà, pour pouvoir agir. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié des mots-clés, mes chers collègues animateurs? Tout est dit. Voilà, donc, bon, a priori, voilà, Bah, écoute, hein, ça va c'est être bien. utile. Alors, peut-être avant de se quitter, je ne vois pas d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Donc, un participant qui nous indique qu'il participe avec la GFIP un dispositif qui s'appelle le handicap activateur de progrès du dialogue social, qui est dans la même démarche. Tout à fait, ça, c'est un point. Merci beaucoup d'évoquer ce projet-là, qui d'ailleurs je est soutenu par le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. Un gros travail de la GFIP Occitanie et de la GFIP Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir, à partir d'expériences d'accompagnement d'entreprises, aider justement les entreprises à plus que mieux négocier sur les questions de handicap. Donc, très, très bientôt, les outils, les repères méthodologiques issus de ce projet seront disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'AGFIP Occitanie, Nouvelle-Aquitaine pour avoir ces éléments. C'est vrai qu'on l'a présenté très rapidement. Marine Poiriel pourrait nous en dire plus. Mais voilà, beaucoup, et vous le verrez dans la bibliographie, beaucoup d'outils proposés par la GFIP sur le sujet. Alors, dernier point, n'hésitez pas voilà, bon, noter cette matinée, ça c'est important, on est dans le cadre du PRST, on a besoin d'évaluer nos actions, donc n'hésitez pas à évaluer cet atelier. Peut-être aussi de se dire, pendant que vous continuez à voter, que bien évidemment, euh, vous avez donc le lien, on va vous envoyer le diaporama, on va vous envoyer le replay du webinaire. Vous aurez le lien sur, tout ça sera posté, publié sur le site du plan régional santé-travail. Alors, si vous avez toute question, vous avez donc mon mail et ensuite moi je distribue vos questions, vos remarques auprès des collègues du groupe de travail. Avec Franck, on va assurer, on va dire, la transmission. Bien évidemment, on va traiter ça collectivement et on se permettra, on l'a évoqué suite aux premiers ateliers organisés à Montpellier et Toulouse, on se permettra de vous réinviter à un temps d'échange en visio pour dans quelques mois, probablement en fin d'année, pour avoir votre retour d'expérience sur l'utilisation de ce kit. Voilà, ça vous permettra de vous exprimer sur ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, ce que l'on peut améliorer. Et voilà, on s'engage à modifier les éléments. Donc voilà, on ne
on est à votre disposition. On se permettra de revenir vers vous pour partager votre retour d'expérience sur ce kit. Bien. Est-ce que j'ai rien oublié, Nathalie, Sandrine, Franck? Non, non, l'essentiel est dit. Donc, effectivement, hein, tout sera en ligne sur le site du PRST et disponible donc à tout un chacun. Et au niveau du kit, utilisable donc par chacun en fonction de ses besoins. Donc, comme tu l'as précisé, il ne faut pas hésiter à s'en servir et à le personnaliser, bien entendu. Merci beaucoup pour votre participation. À très bientôt. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci.